chaque semestre à 30 crédits et le total fait 120 crédits. Donc, c'est une formation de haut niveau à visée professionnelle. À visée professionnelle parce que nous cherchons à apporter des solutions concrètes. Et cette vision professionnelle ou cette orientation professionnelle du master réjaillit dans le contenu des cours, dans les méthodes pédagogiques que l'université met en avant, dans l'organisation de la formation et dans les finalités de la formation. Et dans cette formation, il y a un stage professionnel de 4 à 5 mois pour déterminer, pour asseoir les capacités, les compétences des étudiants à pouvoir apporter des solutions aux différents défis que rencontrent les continents africains. Voilà en bref le master de l'Université Senghor. Évidemment, l'université compte 4 départements: le département culture, le département environnement, le département management et le département santé. Donc, les diplômes qui est délivré est un master en développement dans une des spécialités offertes par chacun des départements. Voilà ce que je peux dire en bref pour présenter le master délivré par l'Université Sangor. D'accord, merci, directeur. Madame la directrice, je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Je pourrais juste ajouter qu'en plus de la formation de master, les étudiants inscrits à l'université profitent d'autres activités, donc scientifiques, d'autres activités culturelles qui se greffent autour du programme de master proprement dit. Donc des conférences de prestige sur des sujets d'actualité, des visites de sites culturels et beaucoup d'autres euh, activités qui pourraient se présenter à eux. D'accord, ok. Alors, c'est parfait. Pour le moment, on ne va pas encore prendre de questions, même si on a, j'en doute pas. Donc, je pense qu'on va enchaîner directement avec la deuxième phase. Donc, en attendant que je projette rapidement la foire aux questions, foire à laquelle les participants également ont accès. Donc, j'ai des questions qui me sont revenues, des questions qu'on a essayé de regrouper hein, d'ici là, que ce soit sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous les remonter, si vous permettez. Et donc, ensemble, on va voir comment est-ce qu'on arrive à répondre à ça. Alors, il y a une question qui dit, quels sont les critères principaux pour qu'un dossier soit considéré comme compétitif? Enfin, C'est une bonne question, mais avant de déposer son dossier, il faut se rassurer d'avoir rempli les critères de base, c'est-à-dire devait avoir au moins une licence, c'est-à-dire 3 années d'études universitaires, hmm, devait justifier d'une expérience professionnelle pertinente, plus ou moins en lien avec la spécialité pour laquelle vous vous inscrivez. Si ce n'est pas en lien direct, vous devez justifier l'adéquation de votre reconversion professionnelle. Et en troisième position, si vous estimez ou vous pouvez candidater à une bourse, ne pas avoir atteint 36 ans à la date limite. Ce sont les conditions de base. Dès lors que ces dossiers sont bien présentés, et puis il y a les relevés de notes. Si vous êtes fonctionnaire, une attestation de l'autorité habilitée à pouvoir concourir, donc que tous les éléments, les pièces demandées soient fournies et que vous puissiez bien argumenter dans votre lettre de motivation pourquoi vous voulez rejoindre l'Université Sangor, pourquoi vous choisissez cette spécialité. Dès lors que vous assurez que tous ces éléments sont remplis, le dossier peut être considéré comme prêt pour la compétition, puisqu'il y a d'autres étapes qui interviennent juste après. ok. Madame la directrice? Oui, je peux dire que la compétition est un peu difficile, étant donné le nombre de candidatures que l'université reçoit pour chaque concours de recrutement qui dépasse les 3000 dossiers et uniquement pour 120 bourses. Donc, c'est vraiment, comme en l'université de le dire, et c'est le cas de ces conditions, une université d'excellence. Donc, vraiment, les critères d'admission sont euh, très sélectifs et l'expérience professionnelle joue beaucoup aussi sur la qualité du dossier de candidature. Et donc,
voilà, donc je pense que Euh, il faut vraiment présenter un beau dossier, étant donné que la première étape élimine les dossiers qui sont non recevables par le manque des critères d'admission, que ce soit l'année d'expérience professionnelle, les diplômes prérequis d'un minimum d'un bac plus 3. Donc, en dehors de cela, présenter vraiment son expérience professionnelle et surtout le, le, le- la motivation pour la spécialité de master choisie. Voilà. Merci beaucoup, Madame la directrice, Monsieur le directeur. Donc, ce qui m'amène à poser rapidement la prochaine question. Donc, c'est la personne qui aimerait savoir, alors, est-ce que je peux postuler si mon expérience professionnelle est dans un autre domaine, c'est-à-dire un domaine différent de la spécialité choisie? C'est-à-dire quelqu'un qui fait peut-être du management de projets culturels, par exemple, management des entreprises culturelles. Donc, si la personne a une expérience peut-être qui n'a peut-être rien à voir avec ça, mais qui, par la suite, a développé des compétences dans nos domaines, la personne n'a pas une expérience vérifiée en management des entreprises culturelles, mais peut-être qu'elle est passionnée ou peut-être qu'elle veut se reconvertir justement et que Senghor, c'est un créneau propice à cela. Est-ce qu'elle peut faire valoir cette expérience-là ou ces années d'expérience qui, a priori, n'ont rien à voir avec le domaine? Ouais. Oui, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Donc, il s'agira simplement de pouvoir, dans la lettre de motivation, expliquer les biens fondés de cette reconversion, comment la spécialité choisie s'insère dans la trajectoire professionnelle que le candidat voudrait embrasser après sa formation. Nous avons eu, par exemple, lors de la promotion qui est arrivée avant celle qui étudie actuellement, nous avions un juriste et qui il s'est inscrit au département culture, par exemple. Alors, il travaillait comme avocat, ainsi de suite, mais ce n'était pas quelqu'un qui évoluait dans le secteur culturel. Mais il veut s'intéresser au droit de la propriété intellectuelle. Il veut que son cabinet puisse accompagner les artistes dans l'élaboration de contrats, être mandataire en droit de la propriété intellectuelle, être mandataire ou suivre tout ce qui est lié à la gestion collective de droit. Donc, il a justifié cela et il a bien évolué dans ce secteur. Donc, tout est question de pouvoir démontrer le lien. Il faut que la formation choisie soit pertinente, puisque en réalité, au bout du compte, c'est de pouvoir répondre à un besoin qui se pose dans la société ou dans le pays d'origine du candidat ou de la candidate. D'accord, c'est parfait. Madame la directrice, non? C'est bon? Oui. Allez-y. J'ajouterais juste que dans son dossier de candidature, il faut essayer de convaincre les membres du jury qui vont examiner votre dossier que votre intérêt de postuler à une spécialité pour laquelle vous n'avez pas eu une expérience professionnelle d'une année au moins, de vos capacités et de votre engouement, de peut-être les justificatifs de votre enclin pour cette spécialité-là. Donc, c'est possible. C'est vrai que ce ne serait pas autant facile que pour quelqu'un qui aurait une expérience dans le domaine de la spécialité choisie, mais ce n'est pas exclu du tout. Et j'ajouterai, euh, pour cela, la personne devra se documenter, s'informer sur les grandes questions qui se posent dans le secteur culturel, parce que plus tard, il y a un examen écrit, une dissertation. Donc, si dans la dissertation, vous avez des éléments et des arguments probants, ça justifie votre intérêt de pouvoir vous intéresser à un autre secteur qui n'est pas au départ votre secteur d'origine. Merci encore. Alors, prochaine question, je vais la trouver. Alors, nous avons un internaute qui aimerait savoir, est-ce qu'il est possible de passer l'examen écrit depuis n'importe quel pays ou y a-t-il des restrictions géographiques? Déjà, l'examen, c'est en ligne, hein. Si, mais allez-y, allez-y, je vous laisse intervenir. Vous avez donné la réponse, hein. Dès lors que c'est en ligne, nous n'allons pas suivre votre adresse IP, hein. Donc, de n'importe où vous êtes, de n'importe où vous êtes sur la planète, vous pouvez passer votre évaluation, il n'y a aucun problème.
D'accord, on va avancer. L'université offre-t-elle des aides financières ou des bourses pour des étudiants admis? Bon, on suppose que ce sont des étudiants non boursiers, par exemple. Est-ce qu'il y a quand on est non boursier, qu'est-ce qui se présente? Comment est-ce que la vie se passe? J'imagine que c'est ce que la personne aimerait comprendre. Et comme on l'a indiqué auparavant, donc l'université offre 120 bourses aux meilleures candidatures qui auraient moins de 36 ans le 1er octobre 2025. Donc, pour les Ok. non-boursiers, donc les places ne sont pas non plus des places illimitées. Par contre, c'est juste, on se limite à 40 places uniquement dans les 8 spécialités de master, donc à raison d'environ 5 candidats non-boursiers par spécialité de master. Donc, le nombre d'admissions de non-boursiers n'est pas un nombre très élevé non plus. Donc, et ces non-boursiers, donc, ils doivent se prendre en charge pour leurs frais de vie, en plus des droits d'inscription administratifs qui sont uniques à tous les étudiants. Euh, voilà, donc Ok. l'université par la suite prend en charge cet étudiant qui aurait réglé ses frais et droits d'inscription ainsi que ses frais de vie et il sera traité comme les poussiers, identiquement. Donc, il va recevoir tous les mois une allocation mensuelle pour subvenir à ses besoins. Il aura droit au déjeuner 7 jours sur 7. Au niveau du restaurant universitaire, il sera logé, il aura une assurance médicale, il sera transporté aussi s'il y a des lieux de visite ou de transport locaux, je vais dire. Euh, voilà, donc en dehors de cela, non, un étudiant non boursier pourrait pas passer en boursier. Euh, donc le nombre de bourses est limité à 120. Cependant, ce qu'on fait normalement, c'est que dans le classement et dans les appréciations du jury d'admission, il y a un classement par mérite des dossiers Ok. et des listes complémentaires. Imaginons qu'un des boursiers se désiste, donc dans Mhm. ce cas, sa bourse peut passer à l'étudiant le plus méritant qui est en début de la liste des boursiers D'attente. complémentaires, je dirais. Ok. 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 D'accord. Parfait. Alors, dites-nous, les certificats professionnels ou les stages non rémunérés comptent-ils comme expérience professionnelle? Puisque ce qui est demandé aux candidats de justifier, c'est minimum 1 an d'expérience. Donc, si durant l'année où je n'ai pas travaillé durant 1 an totalement, c'est-à-dire j'ai eu plusieurs stages que j'ai eu à effectuer 2 mois, 3 mois, 4 mois, dont le cumul pourrait facilement atteindre 1 an de stage si on fait le cumul, mais ce sont des stages peut-être non rémunérés. Donc, on suppose que j'ai eu de l'expérience, mais bon, je n'ai pas été payé. Est-ce que c'est comptable? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut mettre ça sur la table? On se base sur l'expérience professionnelle probante, un emploi dans une institution ou un emploi comme auto-entrepreneur. Si vous avez effectué de stages, ça peut être des éléments supplémentaires. Vous avez par exemple une année d'expérience professionnelle et d'autres stages que vous avez réalisés bien avant. Ça s'ajoute à votre dossier. De toute façon, c'est les jurys qui apprécient. Si votre dossier est particulier, vous avez un projet professionnel pertinent et vous avez un parcours cohérent et que la motivation est claire et que vous avez une somme des stages professionnels qui font une année, ça sera au jury d'apprécier sur un cas vraiment spécifique. Mais de manière générale, c'est une expérience professionnelle probante au sein d'une entreprise, au sein d'une administration, ou si vous êtes entrepreneur, prouvez avec à l'aide des documents que vous avez travailler pendant au moins une année. Parce que c'est important,
puisque avec les enseignements qui sont dispensés, celui qui n'a pas une expérience professionnelle probante aura parfois du mal à se retrouver. Il ne s'agit pas d'une formation théorique ordinaire, mais d'une formation professionnelle. Donc, celui qui a été dans un univers du monde du travail a plus de chances de pouvoir se retrouver. C'est pour cette raison que nous insistons sur l'expérience professionnelle probante. Parfait. Madame la directrice, peut-être? Non, je n'ai rien à Ok, ajouter à ce qu'a dit Monsieur le directeur. d'accord. Alors, la formation est-elle entièrement en présentiel ou inclut-elle des cours en ligne? Monsieur La le directeur? formation est entièrement en présentiel à Alexandrie. Et d'ailleurs, si vous devez vous déplacer pour l'une ou l'autre raison, il faut une autorisation express, c'est indiqué dans les guides de l'étudiant, une autorisation du recteur sur avis favorable du directeur de département dont l'étudiant ou l'étudiante relève. Donc, la formation se déroule à présentiel. Mais évidemment, nous avons des technologies de l'information et de la communication au service de l'éducation où nous avons des webinaires, des activités qui se déroulent en ligne, mais le gros de la formation se déroule en présentiel. Donc, nous avons besoin de vous avec nous dans la salle. D'accord, Je parfait. confirme, je Ok, confirme que c'est une formation présentielle et obligatoirement présentielle. Donc, vraiment, s'il y aurait à se déplacer ou s'absenter, il faut présenter une demande écrite et bien justifiée, basée pour une durée qui ne dépasserait pas 4 5 jours. C'est juste le module, parce que là, la formation, on fait intervenir donc les experts et les enseignants, les professeurs. Des quatre coins du monde pour donner un cours d'une durée normalement d'une semaine. Certains peuvent aller sur 2 semaines. Donc, l'enseignant check la présence des étudiants euh, à ses cours tous les jours. parfait. Alors, est-ce qu'il y a un coût pour passer les différentes étapes du concours? Si oui, à combien s'élèvent ces frais? Le coût, c'est juste au niveau de l'examen écrit qui est arrêté à 30 euros, à l'équivalent de 30 euros. Et ça se paie en ligne avant de passer l'examen. C'est-à-dire, c'est une condition de passer l'examen écrit, d'avoir réglé ses droits de concourir pour l'examen écrit. Ce n'est que 30 euros et c'est normalement réglé en ligne par l'intermédiaire d'une carte bancaire, Visa, Mastercard. Et normalement, c'est facile. Sinon, bien sûr, il y aurait d'autres moyens de le régler, mais qui exigeront des frais de transfert. Par exemple, qu'on ne souhaiterait pas quand même alourdir avec les frais. Ok, parfait. Alors, il y a un monsieur qui demande, est-ce qu'il est possible de soumettre ou de compléter ou de mettre des documentaires complémentaires, hein, des documents complémentaires, pardon, après la clôture des candidatures, si une information importante est manquante dans le dossier. C'est-à-dire que là, c'est clôturé. Déjà, il faudrait voir si la plateforme n'est pas... Est-ce que la plateforme vous permet de le faire aussi? J'en doute. Bon, je pense que lorsque c'est clôturé, c'est la plateforme également qui est fermée. Mais la personne pose quand même la question de savoir est-ce qu'il y a un moyen de faire parvenir des documents complémentaires si jamais par la suite elle se rend compte qu'il y a, ou peut-être qu'elle a demandé une lettre de recommandation qui n'a pas été fournie à temps et que ce n'est qu'après la fermeture que la lettre parvient, est-ce qu'il y a un moyen quelconque de faire parvenir une telle lettre, sachant qu'elle pourrait jouer dans la sélection de sa candidature? La plateforme donne la possibilité de pouvoir, pendant la période où la candidature est ouverte, de pouvoir ajouter progressivement. Donc ça, c'est un Bien. avantage. Au lieu d'envoyer en une seule fois, vous pouvez vous créer votre compte et au fur et à mesure, vous ajoutez les documents. Ça vous donne l'espace, la possibilité de fournir un dossier complet à temps. Donc, il ne faut pas
il faut pas attendre la fin pour pouvoir candidater. Ouvrez déjà votre dossier, même si tous les éléments ne sont pas, toutes les pièces ne sont pas encore disponibles, pour pouvoir ajouter progressivement. Mais si c'est clôturé, on ne peut plus compléter un dossier. Ça, c'est un principe qui est connu. Les jurys vont évaluer. Et si les jurys estiment qu'il y a une pièce complémentaire qui serait peut-être nécessaire au niveau de la scolarité, on pourra vous le demander pour vérification, mais on ne complète pas. Mais si vous estimez qu'il y a une information pertinente, pas dans le sens de compléter le dossier, vous pouvez envoyer un courriel au rectorat qui va évaluer, qui va voir à qui aiguiller le dossier, mais sinon, on ne complète pas le dossier après la date limite de candidature. Donc, pour éviter cette situation, créez déjà votre compte et ajoutez progressivement les pièces et les éléments demandés. Super. Prochaine question. Alors, est-ce que je peux changer de spécialité après avoir commencé la formation si je me rends compte qu'elle ne correspond pas à mes attentes? Est-ce que c'est possible? Mais je pense que la première chose, c'est d'éviter que cela n'arrive. Parce que vous postulez, vous avez sur la page de l'université une description de la spécialité. Vous cliquez, vous avez accès aux objectifs pédagogiques, aux débouchés possibles et vous avez la maquette de cours. Donc, ce sont des informations qui vous permettent de pouvoir décider sur la spécialité à choisir. Donc, c'est étonnant, ça serait vraiment étonnant de pouvoir se rendre compte au bout d'une année que vous avez fait un mauvais choix. Moi, je vous recommande de vraiment vous renseigner. Les informations vous sont fournies, analyser et décider en connaissance de cause. S'il y a d'autres impératifs qui pourraient intervenir, je ne sais pas, ça pourra être vu, mais en tout cas, ce n'est pas une possibilité vraiment envisagée, puisque cela perturbe aussi l'organisation et le programme. D'accord. Très clair. Progresser. Alors, que se passe-t-il si je dépasse l'âge limite 36 ans pendant la durée de la formation? Pour votre admission à titre d'étudiant ou de statut boursier, donc se décide avant d'être inscrit à l'université. Tel que je l'ai dit, au 1er octobre, il ne faudrait pas avoir dépassé les 36 ans. Mais imaginons que au-delà, donc c'est en novembre ou décembre, et que vous ayez eu votre statut de boursier, donc votre statut va vous accompagner jusqu'à la fin de la formation. D'accord. Parfait. Alors, si j'obtiens une bourse, couvre-t-elle la totalité des frais, à savoir frais de scolarité, hébergement et transport? Ça couvre la grande majorité des frais, mais il y a des frais personnels, c'est-à-dire que par exemple le dîner, le soir, il n'est pas pris en charge, le petit-déj, il n'est pas pris en charge, s'il y a un transport personnel ici ou là, donc ceci, c'est des frais personnels auxquels contribue l'allocation mensuel que l'université donne à chacun des étudiants inscrits, qui est pour le moment de 4 000 livres égyptiennes mensuellement. Donc, c'est un montant forfaitaire qui est offert pour subvenir à des besoins personnels, je veux dire, de dépenses, mais peut-être qui ne couvrirait pas la totalité hein, des dépenses de chaque étudiant. D'ailleurs, les dépenses d'une personne à l'autre, ça varie. Donc, on ne peut pas couvrir ou dire qu'on va couvrir totalement toutes les dépenses. Mais globalement, c'est, je pense, la plus grosse partie des dépenses. Merci, Madame la directrice. Alors, y a-t-il des quotas par pays ou région pour la sélection des candidats? Est-ce qu'il y a des quotas par pays ou par région? Ou c'est vraiment une chance égale à tout le monde? C'est dès que vous êtes C'est une francophone, chance, allez. ouais, une chance égale à tout le monde. C'est les compétences qui décident. Bien sûr, on essaie
Dans la sélection, telle que je dis, il y a plus de 3000 candidatures. Donc, peut-être il y a des dossiers qui sont d'une manière ou d'autre équivalents. Et donc, le jury, si vraiment à part égale d'examen du dossier de candidature, il n'y a pas de différence. Dans ce cas, le jury se penche à un équilibre géographique, mais pas un quota par pays. Tous les pays de la francophonie sont éligibles, toutes les candidatures éligibles sont les bienvenues. Nous essayons juste dans le choix ou l'attribution des bourses et l'admission des candidatures. Il y a un souci, je dirais, d'équilibre géographique en fonction des dossiers de candidature. Donc, c'est pas pour qu'il y ait une nationalité présente à l'université alors que son dossier de candidature, il n'est pas au niveau qu'on va l'accepter. Non. D'accord. Alors, prochaine question. Donc, je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints qu'on est dans le premier épisode d'une série de 2 webinaires sur le recrutement de la 20e promotion de l'Université Senghor. Donc, c'est en 3 étapes. On a abordé la première étape, donc, qui était la présentation du master ou du programme de master de l'université que le directeur a assuré. Donc là, nous sommes en train de réviser un peu la foire aux questions, puis les questions que nous avons eues de gauche à droite, que ce soit sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Dans la troisième phase, c'est vraiment la phase où nous allons vous demander de lever la main pour ceux qui veulent poser des questions directement. Nous allons faire un tri, forcément, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de mains levées. Et ensuite, nous allons peut-être revenir encore une fois sur la foire aux questions si le temps nous le permet. Alors, la prochaine question, elle est la suivante. Existe-t-il un accompagnement pour les étudiants étrangers concernant les visas ou la recherche de logement? Bien sûr. Donc, à la phase finale de recrutement, donc quand l'université aurait publié la liste des étudiants admissibles, l'administration de l'université envoie cette liste au ministère des Affaires étrangères égyptien qui, à son tour, la diffuse au niveau des représentations diplomatiques dans les différents pays où des candidatures ont été admises. Donc, les procédures de délivrance de visa sont normalement prennent beaucoup de temps. Donc, il faudrait le plus tôt possible pour un étudiant qui serait admis et qui aurait réglé ses droits d'inscription ou en fonction de son statut d'emboursier, ses droits et frais de vie d'inscription, qu'il postule et qu'il dépose dans les meilleurs délais son dossier de demande de visa auprès de la représentation d'Égypte dans son pays. Donc, cette ambassade aurait normalement eu au préalable la liste des préadmis de manière à faciliter le traitement et la délivrance du visa. Mais il ne faudrait pas attendre au dernier moment pour postuler ou déposer une demande. Nous vous recommandons aussi fortement d'avoir un passeport qui serait valide ou dont la date d'expiration ne soit pas avant fin 2027, de manière à éviter toute complication afférente à la délivrance d'une carte de séjour ici en Égypte et bien entendu à toute demande de visa auquel vous allez postuler, peut-être dans le cadre de votre stage professionnel ou de déplacement. C'est une question très importante pour éviter en cours de route d'être tenu de procéder à des démarches de renouvellement de passeport, ce qui est un peu
complexe, d'autant plus que en Égypte, il n'y a pas une représentation de tous les pays de la francophonie non plus. Donc, certains étudiants seraient amenés à rentrer pour renouveler son passeport. Donc, pour éviter toutes ces complications, donc nous vous invitons à vérifier la date d'expiration de votre passeport. Si celle-ci est avant fin 2027, nous vous invitons peut-être à éditer un nouveau passeport pour couper court à toute complication en cours de route. Alors, très bien. Pour les questions qui se recoupent généralement quand on parle d'épreuves écrites sont les suivantes. Alors, quel type de connexion Internet est recommandé pour éviter tout problème technique pendant l'épreuve? Alors, ça, je peux peut-être y répondre. Donc, c'est vraiment à vous de vous assurer d'avoir une très bonne connexion. Donc, c'est à vous de savoir, selon votre localité, quelle est la meilleure connexion, s'il faut que vous connectiez à un Wi-Fi sous fibre optique ou s'il faut que vous vous connectiez à votre téléphone mobile. Donc, veuillez quand même avoir une très bonne connexion parce que tout ce qui pourra découler après comme bug, comme problème de connexion, l'université n'est pas forcément, ou elle n'est pas du tout responsable. Donc, ça pourrait avoir un effet direct sur la qualité de votre examen. Donc, si je rencontre un problème technique pendant l'examen en ligne, qui dois-je contacter? Ah oui, allez-y. Alors, qui dois-je contacter si je rencontre un problème technique pendant l'épreuve? Ce n'est pas encore le moment, mais on Ah, l'indiquera on quand ça indique. OK, sera. On enverra un courriel avec les paramètres de connexion, ainsi de suite. C'est à ce moment-là qu'on indiquera. Donc, d'accord. Il est Alors, recommandé cependant d'être connecté sur un ordinateur portable, non pas de téléphone portable peut-être, connecté à un webcam quand même, pour l'examen écrit. Et bien sûr, toutes les technicités, les détails concernant l'organisation de l'examen seraient communiqués aux candidats concernés par cet examen en temps opportun. d'accord. Alors, prochaine question qui concerne l'entretien oral. Bon, OK. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là, mais bon, je vais quand même la poser. Donc, quel est le format exact de l'entretien? Y a-t-il un temps maximum ou minimum alloué à chaque candidat? généralement, c'est autour de 20 minutes. 20 minutes Par candidat? et 20 minutes par candidat. OK. Et vous recevez une notification via Google Agenda. Vous choisissez un créneau et vous savez l'heure exacte en fonction de votre fuseau horaire. Vous vous connectez avec, il faut une caméra pour que vous soyez bien visible à l'écran, qu'on se rende compte que c'est vous et que vous ayez apporté de main vos documents essentiels, notamment une carte d'identité pour vérifier. Donc, tout cela vous sera indiqué en temps opportun. Sinon, c'est environ 20 minutes par candidat, la moyenne. D'accord. Alors, que se passe-t-il si un candidat non boursier ne parvient pas à rassembler les fonds nécessaires après son admission? Non, C'est-à-dire? normalement, les fonds nécessaires d'admission d'un étudiant boursier doivent parvenir à l'université avant son inscription. Donc, D'accord. Donc, tant que le candidat n'aurait pas réglé la totalité des droits et frais qui lui sont demandés, cet étudiant, son inscription ne sera pas confirmée. d'accord. Alors, les logements sont-ils proposés ou recommandés par l'université pour les étudiants non boursiers à Alexandrie? Comment est-ce que les logements sont gérés bon, pour les étudiants non boursiers? Est-ce que lorsqu'on est non boursier et qu'on paie les frais, est-ce qu'on a les mêmes avantages que les étudiants boursiers? Ou est-ce qu'il y a un traitement qui diffère? Parce que là, c'est un non boursier qui pose la question, donc il aimerait savoir déjà à quoi s'en tenir quoi, pour se préparer éventuellement. Non, on confirme que le traitement des étudiants non boursiers qui auraient réglé les droits qui leur sont dus sont exactement les mêmes qu'un étudiant boursier. Donc, aucune différence. Et la 20e promotion aura en plus l'avantage d'être logée dans le nouveau campus de l'université dans des chambres individuelles par étudiant
Je l'ai dit, je peux le confirmer, c'est chambre, je dirais, 5 étoiles. Donc, vraiment, les étudiants de la 20e promotion sont choyés d'être accueillis en première dans le nouveau campus de l'université. D'accord. Dernière question avant qu'on ouvre, qu'on entame la troisième partie. Donc, le diplôme de l'Université Senghor est-il reconnu en dehors des pays francophones, notamment dans les pays anglophones? Je pense, oui, le diplôme est reconnu internationalement. Nous avons des anciens étudiants qui ont étudié à l'étranger, hein. Je peux donner l'exemple de Madame Amani Abouzeid, qui est la commissaire à l'énergie, aux infrastructures à la Commission de l'Union africaine, qui, après ses études à l'Université de Senghor, a étudié en Angleterre. Donc, c'est dans un pays anglophone. Et aujourd'hui, elle occupe un poste de haut rang au niveau de l'Union africaine. Donc, les diplômes de l'Université de Senghor sont reconnus internationalement. D'accord, merci, merci monsieur le directeur, merci madame la directrice. Donc, je vais vous demander de rester encore quelques temps. Donc, nous avons 4 mains levées pour le moment. Donc, après, nous allons procéder également à la sélection des autres mains. Donc, je vais donner la parole à monsieur Kokou Clouché. Et donc, ce sera 2 minutes de temps de parole par personne, quoi. D'accord? Donc, monsieur Kokou Clouché, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question ou tout ce qui pourrait être zone d'ombre pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. Vous me recevez? Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. Merci, Madame la directrice, et à Monsieur Nzeza également pour toutes ces informations. Moi, je voudrais avoir une information par rapport au programme de thèse de doctorat. Je ne sais pas si c'est bienvenu ou pas. J'ai écrit par rapport à ça, mais je n'ai pas eu de retour. En réalité, j'ai eu l'annonce la semaine dernière. J'en ai parlé avec mon directeur de mémoire de master, mais il s'est fait que son grade universitaire, c'est un maître assistant à l'université de Lomé, au Togo. Je ne sais pas trop s'il peut m'encadrer en thèse ou pas. J'ai laissé un mail, puisque j'avais déjà l'adresse mail d'une assistante qui m'avait encadré au cours de la sélection de 2021, où j'ai été non boursier, mais je n'ai pas pu y aller parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Donc, je lui ai laissé un mail pour voir si le maître assistant peut m'encadrer en thèse. Et puis, voilà un peu, c'est ma question. Si elle est bienvenue, hein, vous m'excusez, c'est la mal. Alors, nous allons vous répondre quand même, hein, même si on se concentre sur le master. Vous allez réécrire à l'adresse de l'école doctorale pour vous répondre et vous aurez toutes les précisions nécessaires. Merci beaucoup. Je Très vous Et en bien. prie. l'adresse de l'école doctorale, c'est école, petit du 6 doctoral, @usengor.org. Alors, je mets ça dans le chat pour tout le monde. Oui, si on nous le mettait dans le chat, ça nous aiderait beaucoup. C'est bon, c'est fait. Normalement, vous avez accès à ça. Merci D'accord. beaucoup. Merci, Merci beaucoup. monsieur Kokou. Donc, je vais vous prier de baisser la main et puis je vais vous... Voilà. Alors, où est-ce qu'on fait ça là, pour supprimer? Non, pas supprimer quand même. Un instant. Alors, la prochaine personne, c'est Madame Faouzia Moussé. Vous avez la parole, madame. Allez-y. Madame Faouzia Moussé. Sinon, ce sera monsieur Jospin Audin Sialot. Monsieur Jospin, oui. Oui, Allez-y. oui. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. Bonjour. D'accord. J'ai suivi la présentation avec beaucoup d'intérêt Mhm. et j'ai deux préoccupations. Je suis un salarié dans une entreprise de la place et si jamais mon employeur ne me délivre pas un certificat qui m'autorise à concourir, est-ce que je serai déjà disqualifié à la première étape? Non, Et pas puis du tout. la seconde, Oui, allez-y, posez la seconde question. oui, la seconde question, c'est par rapport à un point que vous avez dit qu'on devait donner des références. Voilà, un instant, je vais lire un peu ce que j'avais écrit. Euh,
Peut-être qu'en attendant, on pourrait répondre à la... Oui, à la D'accord. première. Bon, Ah. Oui, allez-y, allez-y. Non, répondez d'abord à la première question, le temps que je cherche le second D'accord. point. D'accord. Non, cette obligation n'est réservée qu'aux fonctionnaires. Les fonctionnaires, eux, doivent présenter une autorisation à concourir de leur autorité habilitée. Mais pour ceux qui sont dans les privés, il n'y a pas cette obligation. C'est vraiment laissé à votre entière discrétion. Tout à fait. Monsieur Jospin, vous avez OK. la seconde question? Oui. Oui, la seconde question, je voulais que vous m'expliquiez le point qui dit au moins une lettre de recommandation avec les coordonnées complètes du signataire. Je comprends pas ça. J'aurais souhaité à ce que vous m'expliquiez. Ça veut- Sur les dossiers des candidatures, ah, Oui, vous me suivez? oui, 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 nous allez-y, avons. allez-y. C'est une, Oui. Sur les dossiers des candidatures. D'accord. Monsieur Jospin, je pense qu'on a cerné votre question. Donc, monsieur le directeur, oui. Je disais que c'est une lettre de recommandation. Donc, ça peut être une autorité, ça peut être votre ancien responsable, votre superviseur actuel, un enseignant qui vous a suivi, avec qui vous avez collaboré, qui soutient votre candidature, qui motive la raison pour laquelle il ou elle estime que votre dossier mérite une admission à l'Université Senghor. Et il faudrait qu'il y ait son nom, son titre ou sa fonction, son institution, son courriel, son numéro de téléphone. C'est pour des besoins de vérification. Donc, il faut qu'on arrive à identifier la personne qui vous recommande. Voilà, c'est aussi important pour donner de la valeur à la recommandation. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur Jospin. Non, je vais vous prier de baisser la main. Très bien. Désactiver. Donc, nous allons prendre Madame Fauzia. Est-ce que vous avez la main cette fois-ci? Vous pouvez activer votre micro. Sinon, nous allons prendre monsieur Joseph Bongima. Monsieur Joseph, monsieur Faisal Saïdou Moussa. Oui, Oui, alors, allez-y. j'espère que Allô, vous m'entendez. oui. Nous vous recevons, allez-y. Ok. Merci beaucoup pour la session. Donc, je dois avoir deux ou trois questions. Donc, la première, c'est de savoir, bon, je vais peut-être parler de mon cas. L'année passée, enfin, j'ai un document attestant de mon employeur, attestant que je travaille chez lui depuis plus d'un an. Est-ce que ce document-là suffit ou bien ou bien je dois faire un nouveau parce que je travaille toujours au même endroit? Et j'ai d'autres expériences antérieures aussi. Est-ce que un seul document qui justifie que j'ai plus d'un an d'expérience suffit? Ou bien je dois cumuler, j'allais dire, plusieurs attestations de travail pour démontrer voilà, que j'ai tel nombre d'années d'expérience? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est au niveau de l'insertion après, comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement à l'insertion, notamment pour les gens qui viennent du privé, qui est mon cas? Est-ce que derrière, l'université accompagne les étudiants pour qu'ils puissent s'insérer? Merci beaucoup. Pour la première question, moi, je vous recommanderais de constituer un dossier le plus solide possible. Cela veut dire que vous mettez toutes vos expériences. Si vous avez 5 ans d'expérience, il faut prouver que vous avez 5 ans d'expérience. Ne pas mettre une année parce qu'on a demandé une année. C'est une année au minimum. Donc, c'est une année et plus. Si vous avez 10 ans, vous mettez des documents qui attestent que vous avez 10 ans d'expérience et toutes les façons à votre crédit. Et D'accord. pour la deuxième question, je pense qu'il n'y a pas un accompagnement en termes de financement ou de contact avec les institutions. Ce que nous faisons, c'est que nous avons des programmes, des activités qui vous préparent à une réinsertion professionnelle. Et nous avons un programme alumni. Nous avons tout un collègue dont le poste principal est de s'occuper des anciens diplômés. Et là, il facilite la mise en réseau avec les anciens pour les recommandations en termes d'emploi pour des échanges divers. Mais il n'y a pas de financement pour vous permettre de vous relancer. Il y a plutôt un soutien, une mise en réseau, un réseautage pour vous permettre de pouvoir vous en sortir
dans la vie Nous, professionnelle comme moi, après, après avoir fini vos études à l'Université Senghor? Merci, D'accord. Joseph. Beaucoup. D'accord, merci. J'ajouterais, Allez, je oui, voudrais juste allez-y. ajouter que le diplôme délivré par l'université représente en lui-même pour vous donc une chance pour la réinsertion, étant donné d'après les enquêtes diffusées auprès des diplômés de l'université, un bon pourcentage de ces diplômés confirment qu'après avoir eu le diplôme de master de l'université, ils ont eu une promotion ou ils ont eu droit à une meilleure position professionnelle que celle avant d'arriver à Senghor. Tout à fait. Merci, Joseph. Donc, je vous prie de baisser la main. Ensuite, là, nous allons prendre Faisal, oui, Saïdou. Allô, Faisal, vous avez la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui viens de passer. Très bien. OK. Donc, je vous prie de... Alors, c'est bon, je vous ai désactivé. Monsieur Jonathan Nzonga. Oui, allô? Jonathan? Oui, allez-y, nous entendons. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ouais, je voulais poser deux, trois petites questions par rapport à la formation. Oui. Ma première question, c'est de savoir, par exemple, est-ce que le Master Senghor ouvre, c'est aussi un master de recherche qui ouvre la possibilité aux finalistes de faire le PhD, c'est-à-dire la thèse de doctorat. Par exemple, pour ce qui est de mon cas, je suis assistant de recherche d'enseignement dans un d'établissement d'enseignement supérieur à Bukavu, à l'est de la RDC. Mais en même temps, j'ai une expérience aussi professionnelle. Ça m'ouvre un peu à la deuxième question. J'ai une expérience aussi, je travaille dans une organisation non gouvernementale au niveau du pays, évidemment ici à l'est de la RDC. Est-ce que quand je dois constituer mon dossier, je dois aussi mettre ma recommandation de mon employeur dans l'organisation où je travaille? Et la dernière question, je lisais bien dans le dossier à constituer, quelque part on parle du projet professionnel, on parle d'un projet professionnel. À quoi il mène? Ça signifie quoi concrètement ou autrement? À quel format il répond ces projets professionnels? D'accord, je vais commencer par la dernière question. Le projet professionnel, c'est expliquer pourquoi vous avez choisi cette spécialité et qu'est-ce que vous voulez en faire à l'issue de la formation. C'est-à-dire que vous vous projetez. Qu'est-ce que la formation à l'Université Senghor est censée vous apporter après et sur quelle thématique aussi vous comptez évoluer. C'est question juste de motiver de manière plus solide euh, la spécialité que vous avez choisie, pour laquelle vous avez opté, et comment vous l'insérez dans votre avenir professionnel. C'est ça un peu le projet professionnel et déterminer évidemment le thème. Je donne un exemple, je prends le premier exemple, je suis un avocat, je suis inscrit au barreau, je travaille. Et je voudrais, à l'issue de ma formation, que mon cabinet arrive à accompagner les artistes, les soutenir dans la signature de contrats pour recouvrer leurs droits en termes de droits d'auteur, propriété intellectuelle, ainsi de suite. Et pour cela, je vais travailler durant toute ma formation sur la propriété intellectuelle dans le domaine de la musique. Voilà, donc vous indiquez là où vous êtes avocat, là où vous voulez devenir un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et vous voulez, durant la formation dans les secteurs culturels, de vous intéresser particulièrement aux droits qui accompagnent les opérateurs culturels. Donc, c'est vraiment un choix mis en perspective par rapport à ce que vous comptez devenir demain. Voilà, donc il faut que ça soit bien présenté pour qu'on se rende compte que la formation va répondre à un besoin dans votre société et que vous êtes la personne la mieux indiquée qui comprend les besoins et qui est en mesure, grâce à la formation, de développer des compétences pour pouvoir y répondre. La deuxième question porte sur la recommandation. Ça peut être une recommandation. Vous qui déterminez, je ne vais pas vous donner une réponse ou une orientation. Mais en prenant votre question, si c'est votre supérieur, ça peut dire que
il est conscient que vous avez besoin de renforcer vos capacités pour qu'au retour, vous puissiez relever les niveaux de la structure. Donc, pour nous, nous savons qu'il y a une promesse d'emploi ou une promesse de promotion, une promesse de retour au sein de votre structure. Donc, pour nous, vous allez faire une formation qui sera bénéfique à une organisation, à votre pays, plutôt de dire que je vais suivre une formation, mais je ne sais pas ce que je vais devenir demain ou mon avenir professionnel est flou. Donc, la recommandation d'un supérieur hiérarchique est convenable parmi tout type de recommandations qu'on pourrait avoir. Et la première question, vous pouvez me la rappeler? C'est la recherche. Si c'est un Ah diplôme, oui, Master Senghor ouvrait à la oui, thèse. voilà. L'Université Senghor se situe dans le LMD, dans le master. Ensuite, il y a le doctorat. C'est vrai que l'orientation de la formation est à visée professionnelle, mais c'est toujours dans les LMD. Donc, il y a le doctorat qui peut intervenir après si vous choisissez ce chemin. Après, nous avons plusieurs étudiants qui ont effectué leur doctorat, dont certains enseignent au niveau de l'université. Donc, il n'y a aucun problème. Il y en a même qui, après les diplômes, le master de l'Université Senghor, ont effectué leur doctorat à l'étranger, au Canada, notamment en France, et qui sont même professeurs au Canada. Donc, il n'y a aucun problème. je voudrais juste ajouter par rapport au doctorat, que le doctorat se fait dans le cadre de co-tutelle de thèse. Donc, l'étudiant il doit être en co-tutelle. Bien sûr, cette offre, elle est donnée aux étudiants qui auraient l'aptitude de faire des recherches. Donc, c'est pas ouvert à tous les étudiants, bien sûr. Il faudrait qu'il y ait le profil, les compétences pour continuer dans le domaine de la recherche et de la... Euh, Merci, Madame la directrice, Monsieur le directeur. Jonathan, avec votre permission, je vais vous éjecter de cet espace-là. Et donc, nous allons donner la parole à Monsieur Ibrahima Khalil Diaré. 1 minute. Et si vous pouvez faire l'effort de poser une question, ce serait vraiment profitable pour euh, le reste des personnes. Allez-y. Oui, effectivement. Bon, bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Et la plupart de mes questions ont d'ailleurs été abordées par mes prédécesseurs, donc je ne vais pas être long. Et juste une question inclus d'inquiétude. Au fait, un candidat qui, par erreur, a choisi la rubrique structure privée au lieu de public, est-ce que cela aura un impact forcément sur euh, la candidature, d'autant plus qu'il a plus de 3 ans d'expérience dans la même structure? C'est cette question que je voulais poser. Je ne sais pas si je me suis très bien compris. Je n'ai pas bien saisi. Au fait, vous savez, dans la rubrique de choix des structures Hmm. dans la plateforme, il y a structure publique, il y a structure privée. Et il se peut que la structure qu'on a besoin, c'est pas nommément cité. Mais par oubli, on prend une structure privée pour nous permettre de passer l'étape au lieu de public. Est-ce que cela aura forcément un impact sur la candidature? Donc, ça, je pense que vous avez la possibilité de modifier toujours. Tant que c'est ouvert, vous pouvez changer, vous pouvez modifier et puis réajuster. Est-ce que vous avez essayé de vous reconnecter, de revoir cette partie? Non, je n'ai pas essayé, mais j'ai déjà soumissionné, j'ai déjà tout envoyé. Est-ce que c'est possible de revenir dessus et puis vérifier encore à tout moment, même si les dossiers sont déjà partis? Si le dossier est parti, ce n'est pas possible de modifier, mais de toutes les façons, nous allons comprendre, les jurys examinent les dossiers de fond en comble. Donc, ce qui importe, c'est l'expérience professionnelle, c'est une structure crédible. Est-ce que le document à l'appui de cette affirmation d'expérience professionnelle, si tout est bon, ainsi de suite. Donc, si vous avez confondu des rubriques, si vous êtes dans l'administration publique et vous avez écrit entreprise privée, ça, c'est une erreur matérielle, mais l'important, c'est
Est-ce que vous avez cette expérience? Est-ce que le document que vous avez présenté confirme cette expérience? Est-ce qu'ils sont crédibles? C'est ce qui est plus important pour le jury. C'est bien compris. Merci beaucoup. Merci, merci Ibrahima. Avec votre permission, je vais vous éjecter. Et là, nous allons prendre Lucrèce Dassy. Madame Lucrèce Dassy. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de me donner la parole. Ma question est la suivante. En fait, la sélection précédente, je suis allée jusqu'à l'oral et j'ai eu un souci à l'oral parce que quand j'avais choisi un créneau horaire, mon mail est venu avec un autre créneau. Bon, pas un autre créneau du genre, tu choisis par exemple 12 heures et le créneau vient plutôt avec 11h50, 11h50 et 12 heures, donc entre parenthèses, ce qui fait que finalement, je ne savais plus si je devais me connecter à 11h40 ou si je devais me connecter à 12 heures. Et du coup, j'étais embrouillée. Et quand je me suis connectée, j'ai eu du mal. Et finalement, je me suis retrouvée à arriver en retard à mon créneau. Donc, du coup, j'aimerais savoir, quand tu choisis le créneau, quand le mail arrive, tu dois te connecter exactement en principe à quelle heure. Merci. Je pense que c'est une question technique. Peut-être qu'on va organiser un webinaire où on va faire un tutoriel qui vous permettra de savoir comment sélectionner les créneaux et être en mesure de se préparer à temps. Donc, le moment venu, nous vous donnerons des indications, mais il ne faut jamais paniquer ni baisser les bras. Si en dernière minute, il y a vraiment une contrainte, vous pouvez envoyer un courriel. Donc, vous répondez au courriel qui vous a proposé un créneau Convoqué. pour expliquer votre situation. On arrive toujours à reprogrammer dans certains cas si c'est possible pour vous écouter. Mais il y aura ce tutoriel ou un webinaire pour vous donner des indications pratiques le moment venu. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, merci Madame Dassy, avec votre permission. Et donc, nous allons prendre Madame Naomi Moulamba. Donc, je rappelle que le webinaire va prendre fin dans 30 minutes. Là, il est 16h08. Donc, à 30 nous allons clôturer. Et ceci n'est qu'une première partie. Donc, on aura une deuxième partie également le 15 février. Donc, si éventuellement, à la fin de ce webinaire, vous avez toujours des questions qui n'ont pas été abordées, ou si c'est peut-être après que vous avez ces questions qui vous viennent, donc vous pouvez toujours saisir le créneau du 15 février pour vous exprimer, pour demander des précisions. Donc, la parole à... La personne est partie, c'est ça? Bon, nous allons prendre Monsieur Kadja Mbayamba. Kadja Mbayamba, allez-y. Non? Naomi Moulamba? Oui, 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 allez-y, bonjour. Naomi. Bonjour. Oui, moi, j'ai une petite préoccupation. Je ne sais pas comment envoyer mes documents. Les documents qu'on a demandé, le CV, la lettre et autres. Je ne sais pas comment faire pour envoyer. Je me suis inscrite dans le lien qu'on a envoyé dans le groupe, mais je ne sais pas maintenant comment envoyer mes documents. Euh, de quel groupe parlez-vous? Dans le groupe WhatsApp, là où on a envoyé le lien pour s'inscrire dans ces concours. Je me Je suis pense qu'il n'y connectée a sur... pas de Ah, groupe WhatsApp, WhatsApp. hein. Il n'y a pas de groupe WhatsApp. Il faut aller sur le site internet de l'UNESCO, de l'université ou sur le compte LinkedIn ou Facebook, il y a le lien. Vous cliquez, vous accédez à la page. Et la page, vous choisissez la spécialité et vous cliquez, vous allez accéder à la page qui vous demandera de créer un compte. Vous créez un compte avec le mot de passe. Comme on s'inscrit sur n'importe quelle plateforme, Facebook, LinkedIn, ainsi de suite, et vous commencez à remplir et vous aurez des boutons où vous allez téléverser les documents. Donc, il faudrait que vous regardiez la liste de documents, vous les apprêtez les fichiers sous format PDF ou format image. Donc, vous avez les pièces académiques, professionnelles, et puis vous allez les téléverser au fur et à mesure. Et si vous n'êtes pas prêt le même jour, vous sauvegardez, vous attendez. Vous sauvegardez, vous pouvez revenir 2 jours après grâce à votre... Vous pouvez même enregistrer le mot de passe hein, pour que ça soit plus facile. Vous revenez, vous complétez au fur et à mesure les informations. Donc, il n'y a pas de groupe WhatsApp créé par l'université. Donc, moi, je vous indique la voie officielle.
Donc, allez sur le site internet, c'est plus facile, allez sur Facebook ou LinkedIn, tapez Université Senghor, concours 20e promotion. Vous allez voir le post, vous cliquez, vous tombez sur la page de, de la page web du site internet Université Senghor, là où il y a le concours. Vous choisissez la spécialité, vous cliquez, vous tombez sur la plateforme d'enregistrement des candidatures, vous créez un compte comme on le fait sur Facebook ou ailleurs. Vous aurez le mot de passe, vous pouvez même l'enregistrer pour que lorsque vous allez revenir, vous ne puissiez pas le saisir à nouveau. Donc, et puis vous remplissez, vous avez déjà vos fichiers à côté, vous allez remettre, les téléverser au fur et à mesure. Si vous ne terminez pas le jour en question, vous sauvegardez le questionnaire. Vous pouvez revenir autant de fois jusqu'à avant la date limite du 28 février pour cliquer sur Envoyer. Dès lors, vous cliquez sur Envoyer, vous ne pouvez plus faire un retour en arrière, un retour, D'accord. disons. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, ça, c'est vraiment le lien qui vous renvoie à la plateforme officielle. Donc, c'est le lien de l'appel à candidature. Il n'y a que via ce lien-là que vous pouvez postuler et être sûr que vous avez postulé pour l'Université Senghor. Merci. Merci, Madame Moulamba. Donc, je vais vous... Merci, OK. Monsieur Samuel Gay, vous avez la parole. Monsieur Samuel. Allô, vous m'entendez? Oui, bonjour, nous entendons. Allez-y. Oui. Bonjour, monsieur et madame le directeur. Je suis Samuel Dieu de la Côte d'Ivoire. Déjà, la toute première question, c'est de savoir si une expérience professionnelle en tant que manager peut être pertinente dans l'application pour le master en gouvernance et management de projet. Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'aimerais un peu qu'on revienne sur les étapes de l'examen écrit et oral. Au niveau de l'écrit, je voudrais savoir enfin, après, si on doit se préparer, on doit faire récupérer un certain nombre d'informations, quel type de matière ou de questions sont posées ou sont demandées, en tout cas au niveau de l'examen écrit, et aussi à l'oral, quel type de questions aussi devons-nous nous attendre à recevoir. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais préciser vous avez donné en une fois deux spécialités du département management. Nous avons gouvernance et management public et management de projet. Si vous êtes manager, c'est à vous de pouvoir prouver, dès lors que vous avez au moins une année d'expérience professionnelle dans votre projet professionnel, d'indiquer pourquoi vous choisissez cette spécialité, quelle est la continuité entre ce que vous faites et la spécialité choisie, ou qu'est-ce que la spécialité choisie pourra apporter à votre carrière professionnelle après le master. Donc, tout est question d'argumentation. On peut avoir quelqu'un qui est sociologue et qui va au département santé pour faire la santé publique. Mais pourquoi il, euh, il embrasse cette spécialité? C'est à lui d'argumenter, de sociologue à acteur dans la santé publique internationale. Donc, c'est la même formule. C'est l'argumentation et vous savez pourquoi vous choisissez cette spécialité. C'est à vous de pouvoir l'indiquer dans votre projet professionnel. Pour l'évaluation, écrite, euh, il y a deux composantes essentielles. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a des questions de type psychotechnique, mais il y a aussi des questions de réflexion sur des problématiques générales en lien avec la spécialité que vous avez choisie et en lien avec le développement. Donc, les questions de développement durable, vous devez, parce que c'est un master en développement, vous devez vous informer sur des questions de développement durable et des ODD, ainsi de suite. Et dans votre spécialité, avoir des notions de base. Vous êtes en management de projet, quelles sont les réalités en Afrique, dans le monde qui se posent qui sont évoquées en cette matière. Vous êtes en gouvernance et management public, en matière de gouvernance, d'administration publique. Quels sont les défis, les problèmes que rencontrent les organisations, les États? Donc voilà un peu ces questions de se documenter sur des questions générales, sur des thématiques générales autour du développement et de la spécialité que vous avez choisie. Et pour l'entretien, je ne peux rien vous dire, hein, c'est un entretien, donc vous verrez les questions qui vous seront posées. Parfait. Donc, si c'est bon pour vous, Monsieur Gay.
À votre Oui, permission, je vous ai... oui, merci Merci. beaucoup. D'accord, merci à vous. Est-ce que Monsieur Kadja a la possibilité de parler? Mais non. D'accord, merci Oui, allô? beaucoup. Et allô, je salue Madame la Oui, allô, nous directrice. recevons les... Oui, oui, je salue Madame la directrice, Monsieur le directeur, aussi modérateur. Je suis Kaja depuis les Congo, précisément en Ituri. Ma question était la suivante. Bah, je finis ma médecine en 2022. Là, j'ai pas encore mon diplôme depuis que je l'ai commandé. Alors, j'ai que mes relevés des côtes, mon attestation de réussite et ma note de parcours. Est-ce suffisant pour que je puisse postuler à ces concours? Si oui, est-ce que ces relevés doivent être notariés? Sinon, que faire dans ces cas précis? Et ma deuxième question était de savoir la lettre de recommandation est-elle ou était-ce impératif pour tous les candidats ou ne serait-ce que pour les candidats? Allô? Je pense qu'on a perdu. Allô, Oui, Oui, allô, allez-y, ouais. Allez-y. je peux reposer ma question? On vous a perdu à un moment donné. La lettre de recommandation, oui. D'accord. Je disais que j'ai fini la médecine en 2022. Jusque-là, mon diplôme est commandé, mais je ne l'ai pas encore obtenu. Alors, j'ai que mes relevés des côtes, mon attestation de réussite et la note des parcours. Est-ce suffisant pour postuler au concours de l'Université Saint-Corps? Si oui, ces relevés doivent-ils être notariés? Oui, il Sinon, est que faire dans exigé. ces cas précis? Et ma deuxième question, c'est de savoir la lettre de recommandation en question. Était-ce impératif pour tous les candidats ou bien ne serait-ce que pour les candidats fonctionnaires? Merci. En fait, pour les documents de diplomation, que ce soit vos diplômes et ainsi que les relevés de notes, il faudrait bien entendu les joindre à votre dossier de candidature. Ces documents, à un moment donné, même à l'arrivée ici à l'université, vous seront exigés pour voir au moins l'original de ces documents et puis en laisser une copie ou bien présenter une copie certifiée ou notariée conforme à l'original. Si le diplôme en tant que tel n'est pas encore édité, donc il faudrait présenter l'attestation, bien sûr, de diplôme et tous les relevés de notes attestant de la fin de la formation. Et peut-être si vous pourrez avoir une attestation de votre université d'origine qui confirme effectivement que le délai de délivrance du diplôme euh, par cette université est ainsi retardé pour justifier le manque de présentation de cette pièce essentielle de candidature. Quant à la lettre de recommandation, elle est recommandée pour toute candidature. C'est toujours un plus, tel qu'a dit Monsieur le directeur. C'est à vous de constituer un dossier de candidature le plus solide possible en y joignant des lettres de recommandation, même si vous n'êtes pas fonctionnaire, hein. Donc, c'est toujours un plus. Merci, Monsieur Kadja. Merci, Madame la directrice. Alors, nous avons exactement 10 minutes restantes. Donc, nous allons prendre Monsieur Kouakou. Monsieur Kouakou, vous avez la parole. Pour celle KBA, j'ai l'impression qu'on vous avait déjà donné la parole. Madame Evelyne Dianta. Bonjour, Bonjour, madame. bonjour monsieur, bonjour madame. Ma question, c'est de savoir si après la sélection des candidats, les candidats sélectionnés pourront recevoir un mail
avec des informations telles que les RIP pour le versement des frais pour concourir et aussi le délai de versement. Merci. Bien sûr, à chaque étape du concours de recrutement, que ce soit par rapport au dossier, à l'examen écrit ou à l'entretien oral, à chaque étape, les étudiants admis à l'étape suivante recevront un courriel les informant de leur admission à l'étape suivante du concours avec les détails y afférents. Donc, que ce soit par rapport aux technicités de connexion, technicité de versement des droits de l'examen écrit, ou même donc à la phase finale, si vous êtes définitivement admis, bien sûr, les conditions et le RIB de l'Université Senghor et même en plus du transfert bancaire, d'autres possibilités de paiement en ligne avec les détails qui s'en suivent. Merci beaucoup. Merci, Evelyne. Monsieur Amara Traoré, vous avez la parole. Monsieur Amara, D'accord. oui, allez-y. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. En fait, ma première question, c'est de savoir par rapport à l'autorisation, surtout dans le secteur privé, est-ce que cette autorisation par rapport à comment il faut postuler, est-ce que cette autorisation elle est vraiment nécessaire dans le secteur privé? Et secondo, c'est par rapport à cette évaluation écrite et orale, comment ça va se passer et surtout l'évaluation écrite, ça se passera dans le domaine où vous avez postulé. Et je ne sais pas si vous avez un petit briefing par rapport à cette évaluation et comment ça va se passer. D'accord. Pour l'évaluation, j'ai dit que l'évaluation écrite, c'est deux textes de réflexion, un texte sur des questions de développement durable et un deuxième sur des problèmes, les défis, les réalités, les enjeux en rapport avec la spécialité que vous avez choisie. Donc, vous devez vous informer, être au courant. Il faudrait quand même que les jurys se rendent compte que vous avez quand même une idée du domaine dans lequel vous allez vous investir pendant 2 ans durant la formation. Et la première question, c'est en rapport avec la lettre. Je pense pour les secteurs privés, ce n'est pas requis. Il y a deux choses. Je reprends ce que Madame la directrice a dit. Il y a la lettre de recommandation qui est exigée pour toutes les candidatures. Pour ceux qui sont fonctionnaires de l'État spécifiquement, en plus, là, on demande une autorisation à concourir. Pour ceux qui sont dans les secteurs associatifs et dans les secteurs privés, cette exigence n'est pas tombe. Voilà. Je D'accord. voudrais ajouter que par rapport à l'examen écrit, c'est un examen qui, en plus de ce qu'a présenté le directeur Bibion Zezad, il mesure également les compétences rédactionnelles du candidat. Donc, il y a aussi ce volet de jugement, d'évaluation des compétences rédactionnelles du candidat dans le domaine. D'accord, merci. Merci, Monsieur Traoré. Avec votre permission, donc nous allons prendre 2 personnes et puis nous allons nous dire au revoir. Alors, Madame Safia Toutanou, vous avez la parole. Madame Safia Tou, oui. Euh, Bonsoir, monsieur. Moi, ma question se Bon. situe au niveau du formulaire. Lorsque j'ai commencé à remplir le formulaire pour constituer l'ensemble de mes documents, il y a une partie que je ne comprends pas. Dans le formulaire, juste après avoir demandé la nationalité, il y a une question qui vient qu'on a dénommée élément sans nom. Du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et juste en bas, il y a des cases qu'on doit cocher et il y a éléments 683, 79, 76. Et juste en bas, il y a des nombres. Du coup, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire et je ne sais pas comment on remplir cette partie-là.
C'est tout. N'arrive pas à saisir votre question. Dans ces conditions, moi, ce que je vous suggérerais, c'est de prendre peut-être une capture d'écran Oui, de la particule du formulaire, lequel vous ne pourrez pas apporter une réponse, et envoyer avec votre question à l'adresse courriel concours@usengor.org. Cette adresse électronique reçoit donc toutes vos questions auxquelles on n'aurait pas répondu ici ou pour lesquelles vous n'aurez pas trouvé encore une réponse et certainement un retour vous sera fait pour clarifier s'il s'agit d'un bug ou peut-être clarifier comment résoudre ou passer à l'étape suivante. d'accord. Merci beaucoup. Merci, Madame Tanou. Madame Virginie Ahwangbasso. Oui, bonsoir chers toutes et tous. J'espère que vous portez bien. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir s'il faut envoyer, il faut scanner tous les dossiers en un document PDF ou bien envoyer différemment. Non, c'est pas en un seul fichier. Il y a plusieurs, c'est plusieurs fichiers. Chaque document constitue un fichier. Si par exemple, ce sont des relevés de notes et que vous avez trois relevés de notes, évidemment, ça sera dans un seul fichier. Mais sinon, ça doit être séparé, puisqu'il y a plusieurs boutons où il faut Section. téléverser les documents. Ok, d'accord. Parfait. J'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a également précisé le mode d'enregistrement des fichiers. Il faut que ça apparaisse avec votre nom avant et puis votre prénom. Il faut revenir à l'avis que vous avez reçu concernant comment compléter vos dossiers de candidature. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, Madame Ahwangbasso. Donc, Madame la directrice du cabinet, Monsieur le directeur de département, avec votre permission, je pense qu'on va clôturer la séance, si vous êtes d'accord. Avant juste de quitter, Ouais. je voudrais vous inviter tous donc à aller en avant dans votre candidature parce que ce que vous allez vivre à l'Université Senghor, c'est une expérience exceptionnelle. C'est pas une formation de master comme on en reçoit partout, bien que cette formation est une formation d'excellence. Il y a l'expérience qui est vécue durant 2 années dans un contexte exceptionnel qu'il vous faut découvrir. C'est pas uniquement la formation, mais il y a la vie après. Il y a toutes les compétences en dehors du master proprement dit. Il y a des opportunités, il y a le réseautage, il y a les possibilités de contact et de rayonnement dans tout l'univers francophone que l'université vous présente sur un plateau. Et moi, Alors, monsieur le directeur, oui, allez-y. j'ajouterais qu'en choisissant l'Université Senghor, vous décidez de donner un nouveau tournant à votre vie personnelle et professionnelle. Parfait. Merci beaucoup. Chers participants, c'était le premier numéro d'une série de 2 webinaires d'informations sur le recrutement de la 20e promotion de l'université. Donc, on se donne rendez-vous. Mille excuses également pour les personnes qui n'ont pas pu parler, bien qu'elles avaient les mains levées. Donc, on se donne rendez-vous mois prochain, même date, donc 15 février, même heure également. Et d'ici là, portez-vous bien. Et bonne chance aussi. Merci. Merci et bonne chance à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis burundaise. Kinabé. Je suis française. Je suis congolais. Je suis togolaise. Je suis haïtienne. Je suis tchadienne. Je suis sénégalaise. Je suis malienne. Je suis comorien. Je suis gabonaise. Je suis rwandais. Je suis djiboutienne. Toi, un parfait mélange de beauté et de couleurs, un arc-en-ciel multiculturel. Et toi,